bienvenue dans ce nouveau webinaire pour les éditions Hatier et Didier Fleur. On est ravis de vous retrouver. Je vois que vous êtes déjà très nombreux dans la salle, d'un peu partout en France et dans le monde, de Moselle, de Guyane, d'Égypte, de Roumanie, d'Argentine, du Cameroun, de l'Inde également, je vois, de Dubaï, de Grèce. Ouais, vous êtes très très nombreux. N'hésitez pas à nous dire dans le commentaire d'où vous venez. On se retrouve aujourd'hui pour un webinaire qui va durer environ 45 minutes et on va essayer d'aborder 5 conseils pour inciter les élèves à lire, non pas seulement lire à l'école, mais aussi leur donner le goût de la lecture en dehors de l'école. On va essayer de voir ce sujet au travers de 5 conseils. Quant à moi, je suis Wilfried Merklen. Je suis actuellement représentant pour les éditions Hatier et les éditions Didier. Et je suis aussi un ancien professeur de français, de lettres et également de français langue étrangère. Et je suis aussi à mes heures perdues conteur, ce qui explique aussi peut-être ma légitimité à vous parler un petit peu de lecture aujourd'hui sur ce sujet. 5 conseils pour inciter les élèves à lire. N'hésitez pas pendant le webinaire à poser vos questions dans le chat. Je suis aujourd'hui avec ma collègue Julie qui va répondre du mieux qu'elle pourra aussi à toutes les questions que vous pourrez lui poser. On vous enverra aussi des liens qui vont correspondre au sujet que l'on évoque aujourd'hui. Et si vous voyez bien mon écran, on peut peut-être déjà commencer. N'hésitez pas à me dire si on peut y aller et on va pouvoir commencer. Ravi aussi à Amalia de vous rencontrer, ravi à tous d'ailleurs de vous avoir avec moi pendant ces 3 quarts d'heure ensemble. Alors je vous poserai des questions aussi pendant le webinaire, donc n'hésitez pas à interagir via le chat autour de ce sujet. Bonjour de Croatie également. Allez, si vous êtes prêts, on est parti. Donc vous voyez le titre, 5 conseils pour inciter les élèves à lire à l'école et en dehors de l'école. Si vous êtes prêts, je lance, j'appuie sur le bouton « Commencer ». On va commencer par une citation de Montesquieu que j'aime bien, qui est assez représentative de ce que l'on peut faire avec la lecture, surtout dans les sombres heures que l'on peut vivre en ce moment d'un point de vue géopolitique, économique, voilà, politique en règle générale. Une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie. Moi, cette phrase, elle me va bien, hein, parce que j'ai tendance aussi à me réfugier dans la lecture, justement pour oublier parfois les vicissitudes de ce monde. Alors, on va commencer par un sujet qui est intéressant, c'est le cercle vicieux de la lecture. Le cercle vicieux de la lecture, c'est si je ne lis pas, ou si je lis peu, en conséquence, quand je suis élève, quand je suis apprenant, je ne développe pas ma fluidité et je n'enrichis pas mon vocabulaire. Du coup, je laisse potentiellement plus de place aux écrans, je ne développe pas mon appétit de lire et je suis forcément déconcentré en entrant en classe après la récréation. Je suis vraiment comme une pile, très excité en rentrant de la récréation et je ne peux pas me concentrer pour un cours qui va suivre. Donc la lecture, elle a ce pouvoir de concentration et donc si on ne lit pas, effectivement, on va perdre ce pouvoir-là. Donc on rentre dans un cercle vicieux. Le but, ça serait de rentrer dans le cercle vertueux de la lecture, c'est-à-dire d'inciter les élèves à lire. Et si je lis en tant qu'élève, je développe ma fluidité, j'enrichis mon vocabulaire, je développe des habitudes de lecture et mes goûts. Des goûts, par exemple, sur les lieux où j'aime lire, mes goûts par rapport à des genres littéraires, j'aime le polar, j'aime la bande dessinée, je prends plaisir à lire, bien évidemment, et puis, bien sûr, je suis concentré en entrant en classe après la récréation. Pourquoi spécifiquement après la récréation? Parce que c'est aussi une bonne pratique de classe que d'inviter ses élèves après la récréation à ne pas commencer le cours directement, mais peut-être ménager 5-10 minutes au retour en classe, notamment en école primaire, pour pouvoir justement prendre un livre, s'asseoir à sa table, lire chacun posément de son côté avant d'entrer dans le cours en lui-même. Alors, est-ce que c'est des choses que vous faites déjà de votre côté? Est-ce que vous pouvez me dire peut-être dans le chat si vous instaurez des moments phares de lecture dans votre classe? Vous savez peut-être que dans certains pays, ça a été initié notamment en Turquie, mais on le fait aussi en France. Je sais qu'on le fait également au Maroc. C'est institué dans les programmes. On propose aux enseignants, ou du moins on demande aux enseignants plutôt, de mettre en place le quart d'heure de lecture obligatoire pour pouvoir justement inciter les élèves
à lire davantage. Pascal nous dit effectivement, oui, le quart d'heure de lecture en CM1. Et comment vous le mettez en œuvre, Pascal? Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être comment vous le faites? Est-ce qu'il y a des petites astuces que vous pouvez aussi nous partager à vos collègues? N'hésitez pas aussi à le partager. On va bien sûr donner quelques exemples ici, mais c'est aussi bien de profiter de ce webinaire pour partager des idées entre vous. N'hésitez pas à le faire. Retour de récréation, nous dit Pascal. Effectivement, le retour de récré, c'est quand même le moment le plus sympa pour calmer les élèves qui sont aussi surexcités après avoir joué dans la cour. Effectivement. OK. Pour un retour au calme. Effectivement. Merci Pascal pour votre partage. Alors, on va continuer avec ces chiffres qui sont inspirés par des travaux de recherche sur l'évaluation de la lecture en fluence au CE1. Je les ai trouvés intéressants parce qu'ils nous donnent des informations assez clés pour inciter les élèves à lire davantage avec des éléments chiffrés. Si je lis 1 minute par jour, je rencontre combien de mots à votre avis? Combien de mots est-ce qu'on rencontre? Eh bien, je vais rencontrer 10 000 mots. Si je lis 1 minute, 5 jours par semaine d'école, je lis 180 minutes à un rythme de 60 mots par minute, je rencontre 10 000 mots par année scolaire. Donc, c'est quand même important. C'est un élément intéressant, mais c'est quand même assez peu par rapport à ce qu'on pourrait développer si on lisait déjà 5 minutes par jour, ce qui n'est quand même pas la même chose. Je pense aussi aux élèves qui sont francophones, mais aussi aux élèves qui sont allophones. Bien entendu, on a des enseignants de français langue étrangère aussi dans la salle, dans ce webinaire avec nous. Développer la lecture avec les élèves allophones, c'est aussi un point important pour rencontrer des nouveaux mots, des mots du cadre européen dans la progression pédagogique du niveau A1 jusqu'au niveau C2. Mais évidemment, plus on va lire, plus on va rencontrer de mots nouveaux. Si je lis 5 minutes par jour, par semaine d'école, je lis 900 minutes à un rythme de 100 mots par minute, je rencontre 90 000 mots par année scolaire. Mais le summum, ça serait de lire 20 minutes par jour. On sait que c'est le quart d'heure de lecture obligatoire qui est instauré et qui est plutôt préconisé. Mais avec 20 minutes de lecture par jour, sur 5 jours d'école, je lis 3600 minutes à un rythme de 150 mots par minute. Je rencontre 540 000 mots par année scolaire. Ça fera toute la différence forcément. Donc, c'est aussi important d'avoir ces chiffres à l'esprit parce qu'on voit que ça se joue à peu de choses finalement pour déclencher aussi des nouveaux mots, des rencontres de nouveaux vocables auprès des apprenants. On va, au travers de ce webinaire, donc ça c'était une introduction bien évidemment, mais on va rentrer dans le détail avec 5 astuces pour inciter nos élèves à lire, pour justement aller vers ces 15-20 minutes de lecture par jour. On sait qu'on les appelle les 15 minutes de lecture obligatoire. Moi, j'aimerais un petit peu gommer le mot obligatoire et faire en sorte que ce soit plus de l'ordre du rituel et que ce soit justement un plaisir. Ça devrait s'appeler les 15 minutes de lecture plaisir et pas de lecture obligatoire, selon moi. Mais bon, ça, c'est une vision des choses. 15 minutes de lecture plaisir ou 20 minutes de lecture plaisir. Comment faire? 5 astuces, on va les traiter tour à tour. La première, ça va être d'abord de créer un rituel avec un temps et un espace consacré. On va essayer de voir au travers de quelques exemples, et puis peut-être que vous pourrez partager les vôtres, comment justement créer ces rituels. Dans un deuxième temps, on parlera de comment créer un moment pour soi, un moment de confort et de déconnexion. Dans un troisième temps, comment créer un moment qui éveille les sens. Quatrième temps, comment créer du lien et de la collaboration. Et enfin, comment célébrer et valoriser les réalisations des apprenants, bien évidemment. Alors, on y va. Si vous êtes prêts, dites-le moi. On peut commencer avec la première astuce pour créer un rituel avec un temps et un espace consacré. C'est bon pour vous? Allons-y, c'est parti. Alors, comment créer un rituel? Le rituel, ce qui est préconisé, effectivement, c'est 15 minutes de lecture obligatoire par jour. 20 minutes, ça peut être bien aussi. Est-ce que vous en faites d'ailleurs un seul ou est-ce que vous en faites 2 à 2 moments différents de la journée? Ça peut être intéressant de le préciser dans le chat parce qu'il peut y avoir des pratiques très différentes. Ça peut être un lieu consacré. L'importance du lieu est, à mon avis, fondamentale parce que moi, typiquement, en tant que lecteur,
mais peut-être vous aussi, j'imagine que vous aussi, vous avez des lieux favoris pour lire. Moi, j'adore lire sur mon canapé, avec une lampe spécifique, avec une lumière spécifique, surtout quand il fait nuit. Voilà, j'aime bien un côté cosy. Donc, pourquoi pas ritualiser le lieu qu'est la bibliothèque ou le CDI? Pourquoi pas aménager un espace dans la classe un peu confortable qui permettrait justement d'avoir un espace de lecture avec des coussins où on peut s'asseoir, où on peut se décontracter, où on n'est pas dans une position comme je vois souvent assise à sa table dans une classe et qui est déjà dans une posture frontale de classe quelque part et pas dans une classe totale où on aurait justement un espace aménagé pour la lecture, un peu de détente. Un arbre, s'il fait beau, on peut aller dehors, on peut se mettre sous un arbre. L'arbre est souvent associé à la lecture et pourquoi pas une visite de bibliothèque. L'importance de penser le lieu a tout son intérêt pour le rituel. Le choix d'un thème aussi, on peut laisser bien entendu la lecture libre à un enfant. Un enfant ou un élève va se balader dans une bibliothèque, il va pouvoir choisir librement un livre. Le plus important, c'est qu'il lise. Mais on peut aussi guider sa lecture, bien évidemment, avec un thème choisi, un thème imposé. Ça peut être un thème imposé par le professeur, mais l'imposition du thème ne vient pas forcément du professeur. On peut aussi demander aux élèves de contribuer à ces thématiques et de proposer eux-mêmes des thématiques. Pourquoi pas aussi s'inspirer de l'agenda culturel ou de l'agenda de 2030 sur les objectifs de développement durable. Si on sait que c'est la semaine de la gastronomie durable, eh bien on va dire on va aller chercher des ouvrages de recettes de cuisine, par exemple. Si on sait que c'est la semaine de la francophonie, eh bien on va aller chercher des atlas, par exemple, spécifiques pour identifier les pays francophones sur un atlas. Par exemple, vous voyez, on peut aussi se nourrir d'éléments extérieurs. Les thèmes imposés ne sont pas forcément des thèmes imposés qui viennent de l'enseignant, ils peuvent venir des apprenants eux-mêmes, mais ils peuvent venir aussi du contexte social dans lequel on le vit, ils peuvent venir notamment de l'agenda culturel. On sait d'ailleurs que cette semaine, c'est la semaine de la lecture, avec des événements qui sont organisés en France à droite à gauche, des nuits de la lecture, on en parlera en conclusion. Donc on peut s'inspirer des événements de l'agenda culturel. Par exemple, on a la journée de la femme, eh bien, on peut très bien dire, pour la journée de la femme, on va sélectionner des ouvrages qui sont des ouvrages rédigés par des autrices et justement thématiser sa lecture. On peut aussi proposer, outre un thème, une œuvre imposée ou un champ lexical imposé pour faire rayonner un petit peu la réflexion des apprenants autour d'un champ lexical. On peut aussi avoir des réflexions un petit peu loufoques et créatives au travers des thèmes imposés. On peut demander à ses élèves dans une bibliothèque de choisir n'importe quel livre, mais avec la couleur bleue ou avec la couleur rouge en couverture. Ça peut aussi, bien évidemment, guider les sens, guider le choix des apprenants dans une bibliothèque. Et puis, moi, je suis très fan des jeux. J'adore les chasses au trésor, les rallyes. Donc, pourquoi pas aussi organiser avec le ou la bibliothécaire au CDI une chasse au trésor de 3 livres sur un thème imposé à partir d'un titre, à partir d'une couverture, à partir d'une 4e de couverture. Donc, par exemple, on va faire une recherche dans la bibliothèque en tant qu'enseignant et on va identifier un titre sur lequel on va identifier une thématique imposée. Par exemple, on va dire le mot « voix », parce que je vois par exemple ici que Dalia ne nous entend pas, a priori. Eh bien, ce mot « voix », VOX, on va dire que c'est le mot-clé qui va guider la recherche des apprenants. Ils vont devoir, dans la bibliothèque, trouver un livre qui est guidé par ce thème imposé, qui est le mot « voix ». On peut organiser ici plusieurs recherches et puis on va demander aux élèves de voter pour le meilleur livre autour de cette thématique imposée, par exemple. Donc, on peut imaginer un jeu, une course-poursuite quelque part à travers des mots. On va chercher dans les titres le mot « voix » et ça peut être aussi intéressant. Le fait de le rendre didactique et de le rendre ludique surtout. Alors, je ne sais pas si vous avez des expériences de ce type à nous partager. Moi, je vous partage ici quelques exemples d'ouvrages qui sont intéressants, notamment aux éditions Didier. Vous avez la collection Mondes en VF, Mondes en version francophone, qui notamment didactise des ouvrages du niveau A1 jusqu'au niveau B2 pour des apprenants allophones, mais aussi des apprenants francophones qui sont en difficulté de lecture. Au niveau A1, on a des romans graphiques qui parlent de personnages francophones célèbres. C'est une bonne manière, à partir d'un champ lexical imposé,
de se dire on va travailler sur un champ lexical imposé. En général, dans ces ouvrages de niveau A1, il y a 2 champs lexicaux. Ici, je vous mets l'exemple de Victor Hugo habite chez moi, qui est l'histoire de Victor Hugo racontée par son chat pendant l'exil à Guernesey de Victor Hugo. Et dans cet ouvrage, on parle en particulier de 2 champs lexicaux, le lexique de la maison et des pièces de la maison, et le lexique de la famille de Victor Hugo. Donc, au travers de 2 champs lexicaux imposés, on va avoir une lecture qui va guider cette réflexion sur le champ lexical. Un autre exemple qui peut être intéressant, lire à partir d'un thème imposé ou d'une œuvre imposée. On sait que dans les programmes en France, mais aussi ailleurs dans le monde, il y a des œuvres imposées au programme. Ici, par exemple, je vous donne l'exemple de Classique et compagnie, lycée, la collection aux éditions Hatier, avec George Orwell sur la ferme des animaux, avec ici un parcours littéraire dans lequel s'inscrit cette lecture de l'œuvre intégrale, qui est le parcours littéraire de contre-utopie et de dystopie. Donc, vous avez ici plusieurs lectures transversales. Vous allez pouvoir lire des extraits d'autres ouvrages et les confronter à la lecture intégrale de l'ouvrage de George Orwell, La ferme des animaux. Avez-vous des réactions déjà sur ce premier point? Il nous en reste encore 4. Si vous n'avez pas de questions, on peut passer au suivant. Créer un moment pour soi de confort et de déconnexion. Merci Julie d'avoir partagé d'ailleurs le lien de la ferme des animaux et des ouvrages concernés. Alors on y va, comment créer un moment pour soi et de confort et de déconnexion? Alors bien sûr, on le disait tout à l'heure, c'est important pour le rituel, mais c'est aussi important pour le confort. Je vous parlais tout à l'heure de mon lieu préféré pour lire. D'ailleurs, vous pouvez nous dire en commentaire où vous préférez lire de votre côté en tant que lecteur, mais aussi en tant qu'enseignant, hein, quand vous êtes à l'école, vous êtes au collège ou au lycée ou à l'université, où est-ce que vous vous mettez pour lire? Est-ce que vous vous mettez dans la salle des profs ou est-ce que vous aimez lire dans la cour de récréation? Certains aiment lire en marchant, aiment lire debout dans les couloirs, peu importe. Hein. Chacun a son lieu de prédilection pour lire. Et c'est ça qui est intéressant aussi à identifier avec les apprenants, un lieu confortable. Par lieu confortable, on va dire un lieu peut-être avec des coussins, des fauteuils, avec une insonorisation, mais pas que, encore une fois. Hein. Il y a des personnes qui aiment lire debout ou qui aiment lire avec du mouvement autour d'elles. Lire dans un train, c'est très hypnotisant hein, de lire dans un train aussi. C'est une chose que j'adore personnellement. Donc, c'est aussi intéressant d'identifier et de faire réfléchir les apprenants à leur lieu préféré. Pourquoi pas de faire un sondage avec eux sur c'est quoi leur lieu de prédilection pour lire, de leur faire verbaliser, hein, de leur faire identifier le lieu dans lequel ils préfèrent lire pour qu'ils puissent non seulement comprendre c'est quoi ce qu'ils aiment lire en termes de contenu littéraire, mais c'est quoi le lieu propice pour favoriser la lecture. Important aussi pour le confort, c'est un lieu qui va favoriser la déconnexion, où on peut lire des livres, écouter des livres audio, rêver, s'assoupir. Donc, ça veut dire que c'est un lieu dans lequel on va forcément mettre toutes les conditions pour qu'il y ait le moins de bruit possible, pour qu'il y ait le plus de concentration possible, de plus de place pour l'individu, pour soi. C'est un peu un lieu préservé, hein, forcément. Et vous le voyez, il y a des photos sur le côté. Ça peut être aussi des cabanes de lecture. Donc, vous avez ici un exemple d'enfants qui sont sous une forme de tente qui est constituée dans une classe. Ça peut être des cabanes de lecture, effectivement, comme ceci, comme vous le voyez à l'écran, avec des coussins, avec des doudous, avec des petites lampes, des petites guirlandes pour illustrer tout ça. Ça prend souvent la forme d'une cabane, d'une petite tente. Hein. Donc, c'est toujours assez sympa parce que ça crée un lieu préservé qui peut être un lieu préservé dans la classe pour s'isoler. Est-ce que vous avez déjà fait des choses comme ça, notamment? Michaela nous dit qu'au CDI, dans un fauteuil confortable ou sur le canapé spécialement aménagé pour mes élèves. C'est génial, c'est effectivement une super idée. Mais c'est intéressant aussi peut-être d'associer les apprenants et les élèves en leur posant la question, en faisant un sondage sur c'est quoi le lieu de prédilection pour eux pour lire, parce que ce n'est pas forcément que des lieux de classe, hein, ça peut être des lieux extérieurs à la classe. Où est-ce qu'ils aiment lire chez eux? Certains peut-être sont bercés par le bruit de la télévision et aiment lire en même temps. Il y a plusieurs schémas possibles, bien évidemment. Bouchra nous dit sur le tapis gazon, sous un arbre en classe. Effectivement, ça peut être super intéressant. Balzavar nous dit oui, il y a un joli endroit spacieux dédié aux jeunes pour la lecture. Ben, c'est super, c'est de super initiatives effectivement qui sont réalisées à droite à gauche dans le monde pour favoriser la lecture. Mais encore une fois, c'est toujours très important
de ne pas penser à la place des élèves, de se dire que le confort, on en a une perception personnelle en tant que lecteur, mais chacun a sa propre perception de son confort de lecture. Donc, c'est intéressant aussi d'associer les élèves et les apprenants à comment ils se projettent dans ce lieu de lecture. Troisième moment, troisième astuce, créer un moment qui éveille les sens. Ça, c'est aussi forcément important. Donc, on va essayer de voir les 5 sens. Et parmi ces 5 sens, quelles sont les activités qu'on peut imaginer? Par exemple, pour le goût. Moi, je suis quelqu'un de gourmand, hein, malheureusement. Donc, forcément, je commence toujours par le goût. On pourrait, pourquoi pas, forcément organiser un petit déjeuner, un goûter, un apéro lecture. C'est toujours des moments aussi conviviaux où on va pouvoir partager, s'échanger des bouquins en binôme ou en groupe, en parler en petit comité, débattre par exemple. Et bien évidemment, associer le goûter, l'événement, l'événementiel, qu'est le goûter, le petit déjeuner ou l'apéritif, à tout cela, ça peut aussi constituer un élément suffisant pour motiver les apprenants. Vous savez que quand on organise un événement, en général, la partie traiteur, la partie événementielle, on va dire, du traiteur, c'est la partie la plus importante à ne pas négliger. Donc, si on veut faire de la lecture un vrai événement, il ne faut pas négliger le goût. La vue également, un sens important, bien évidemment, surtout quand on veut lire. Aménager un espace de lecture attrayant avec un classement et une charte graphique créée par les élèves pour qu'ils se l'approprient. Il manque ENT d'ailleurs à se l'approprier, vous remarquerez la faute d'orthographe. Je me tape sur les doigts. Sensibiliser les apprenants aux polices de caractère. Effectivement, on peut aussi faire un travail graphique, pourquoi pas un travail avec ses collègues de cours d'art plastique pour imaginer un classement farfelu des ouvrages dans la classe. Par exemple, on pourrait dire aux élèves, classer non pas les ouvrages comme ils sont classés à la bibliothèque, mais classer tous les ouvrages rouges, classer les ouvrages par taille, classer les ouvrages en fonction de la typologie d'image qu'on va trouver sur la couverture, classer leurs ouvrages en fonction de la grosseur du dos et de la tranche des ouvrages, classer les ouvrages en fonction de leur police de caractère. On peut imaginer plein de choses et on peut sensibiliser justement à travers cela la police de caractère. Qu'est-ce que c'est une police de caractère? En quoi la police de caractère va jouer sur ma lecture, sur mon confort de lecture? On revient encore une fois au confort, par la vue. Ça peut être aussi intéressant de les sensibiliser à cela. D'autant plus qu'il peut y avoir dans notre classe des élèves 10 qui vont parfois devoir aussi passer par des ouvrages avec une écriture 10, notamment des ouvrages numériques que l'on propose aussi avec une police 10 spécifique pour leur permettre de mieux appréhender la lecture. Lamia nous pose une question, le moment du rituel doit-il être le même chaque jour? Pas forcément. Un rituel, c'est justement intéressant à partir du moment où on va dire qu'on peut en avoir un par jour, mais il peut être différent en fonction des jours. Je ne sais pas comment vous l'organisez, vous, chacun de votre côté. Personnellement, moi, je dirais il y a un rituel du lundi, il y a un rituel du mardi, il y a un rituel du mercredi, ou un rituel qui change tous les 2 jours. Peu importe. Ça dépend aussi de comment vos élèves vont réagir à ces rituels. Peut-être que vous allez vous rendre compte que pour des élèves, c'est très rassurant d'avoir le même rituel tous les jours à la même heure, avec le même procédé. Mais ça, c'est du ressenti d'enseignant. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a que de l'expérience, en fait. Donc, effectivement, on va pouvoir apposer effectivement un rituel en fonction de comment on va appréhender ses élèves, comment on va appréhender son groupe classe. En fonction de leur réaction, on va pouvoir aussi opérer des rituels différents chaque jour. Mais on va retrouver les mêmes rituels tous les lundis, par exemple. Jacques nous pose la question, est-ce que vous recevrez un certificat? Oui, je vous rassure, vous recevrez un certificat comme quoi vous avez bien vu et lu ce webinaire. D'ailleurs, je vous enverrai même la présentation tout à l'heure à la fin du webinaire. Donc, vous recevrez également le lien pour feuilleter la présentation Geniali que j'ai réalisée ici. Autre sens important, c'est l'ouïe. Effectivement, travailler aussi la lecture, non pas seulement comme une lecture silencieuse. Souvent, on parle du quart d'heure de lecture silencieuse. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est aussi parfois important pour des apprenants d'oraliser la lecture. Notamment, ça peut être
soit ils vont se mettre dans une partie à part dans la classe et ils vont lire à haute voix, ou ils vont lire pour 2 ou 3 élèves en face d'eux-mêmes. Ça incite aussi à mettre le ton, bien évidemment. Ou on peut leur proposer aussi des ouvrages audio. Et puis surtout aussi proposer des poèmes et des chansons. Pourquoi? Parce que la rime, bien, dans ces chansons et dans ces poèmes, va ancrer, bien entendu, le rythme de la sanction, un petit peu, la prosodie de la lecture, qui va s'ancrer plus facilement à travers un poème ou d'une chanson. On peut aussi aborder les textes truculents avec des mots qui croustillent, avec des mots qui font du bruit, avec des mots qui émoustillent. Tout ça, c'est intéressant aussi de travailler avec des textes truculents. Moi, je me souviens encore de ma découverte de la lecture de Rabelais. C'était forcément des textes très truculents. Eh bien, c'est aussi un des éléments qui m'a donné encore plus le goût de la lecture. Peut-être que vous avez vos propres expériences d'ailleurs de textes truculents. Vous pouvez nous les partager en commentaire. Autre sens important, c'est le toucher et l'odorat. Je ne sais pas quel est votre rapport au livre, mais l'odeur du papier, le type de papier, le toucher du papier, le type d'impression du papier, tout ça, c'est des éléments importants pour moi et aussi pour beaucoup de lecteurs. Sensibiliser les élèves aussi à ce côté sensuel du livre, quelque part, et de la lecture, qui va être forcément très différent de notre rapport aux écrans, où on va être dans un rapport tactile un peu froid à un écran, on va être dans un rapport tout à fait chaleureux avec le papier. Ce n'est pas du tout le même rapport. Donc, c'est intéressant aussi de passer par ça. Et puis, bien entendu, je le disais tout à l'heure, faire exprimer leurs émotions de tenir un livre aux apprenants, c'est important. En fait, impliquer le plus possible les apprenants. Ne pas arriver avec une recette toute faite en se disant « je vais appliquer des recettes sur ce quart d'heure de lecture obligatoire » ou ce quart d'heure de lecture silencieux, ou ce quart d'heure de lecture en chanson, ou en musique, ou en rime. Non, c'est pas aussi simple que ça. L'idée, c'est d'impliquer les apprenants, de leur faire verbaliser ce qu'ils aiment, de faire un petit sondage sur ce qu'ils aiment, et surtout de leur faire verbaliser ce qu'ils ressentent. Ça passe aussi par ça, la lecture. Ça passe beaucoup par les émotions. C'est pas toujours raisonné et raisonnable, la lecture. Donc, c'est important de verbaliser ces émotions pour les impliquer dans pourquoi j'ai envie de lire, pourquoi je prends plaisir à lire. Alors, justement, je vois une question. NJ nous dit, comme commencement, ce qu'on peut obliger l'enfant à lire avec le temps qu'il apprendra cette habitude. Alors, est-ce que vous pouvez reformuler la question parce que je n'ai pas totalement compris. Je crois comprendre à demi-mot, mais je ne suis pas très sûr. Est-ce qu'on peut obliger l'enfant à lire? On ne peut pas l'obliger à lire. Enfin, tout ce que je vous démontre là pour l'instant, ce n'est pas l'idée de l'obliger, c'est justement d'instituer dans la classe des rituels pour progressivement créer des rituels qui l'incitent à lire et qui l'invitent à lire, qui lui donnent plaisir à lire. Mais obliger un apprenant et un élève à lire, c'est un petit peu contre-productif. Ce n'est pas l'idée de ce webinaire, du moins. Ce n'est pas ce que j'essaie de vous faire passer comme message. Alors, quelques exemples, justement, pour proposer des ouvrages audio. Il en existe plusieurs, encore une fois, aux éditions Didier, avec les collections Mondes en VF. Pour les apprenants du niveau A1 jusqu'au niveau B2, on propose des ouvrages avec des audios. C'est le cas ici avec le personnage francophone célèbre qui est Joséphine Baker, qui fait son entrée au Panthéon. Une courte histoire de niveau A1 avec l'audio que l'on peut faire écouter à ses apprenants. Cela existe aussi sur d'autres ouvrages qui permettent de travailler la phonologie. Cette collection, je l'aime bien, c'est la collection qui s'appelle « Je lis pas à pas » aux éditions Hatier, avec les aventures de Théo et Nina. Et vous le voyez peut-être à l'écran, sur les aventures de Théo et Nina, on a des difficultés phonologiques avec les sons des voyelles, les sons des consonnes et les mots-outils qui sont utilisés dans l'ouvrage. Donc vous avez ici une double page de lecture qui est sur la partie droite de mon écran, où on voit « Prépare ta lecture » avec la révision de tous les personnages de l'histoire, les mots qui vont correspondre au dessin, les syllabes qui vont être abordées dans cette lecture, les mots qu'on va pouvoir lire qui correspondent aux sons qui sont travaillés dans l'ouvrage, et puis les mots avec les lettres ER qui font le son « et » que l'on va rencontrer également dans cet ouvrage. Vous avez une nouveauté d'ailleurs dans cette collection, Je lis pas à pas, c'est mon cahier d'histoire à lire et à écouter. C'est pour les 5-7 ans, donc ça correspondrait tout à fait en école primaire aussi
à cette collection Je lis pas à pas avec les aventures de Théo et Nina, où on va pouvoir retrouver des histoires à lire et à écouter pour aller un petit peu plus loin dans l'apprentissage de la lecture au travers de la phonologie. C'est ça qui est important aussi, et de difficultés phonologiques. D'autres ouvrages aussi, si vous travaillez sur l'anglais, et si vous êtes prof d'anglais d'ailleurs, on a une collection aux éditions Didier qui s'appelle Paper Planes, ici avec Panic at Star School, qui propose justement des audios, bien entendu, avec la lecture. Donc ça permet à la fois d'avoir une lecture passive, quelque part, en ne faisant qu'écouter l'audio, ou encore une lecture plus active en écoutant l'audio et en même temps en lisant le texte. Autres ouvrages avec lesquels on peut travailler également pour travailler sur l'aspect auditif et la mémorisation auditive aussi et l'approche auditive de la lecture. Ce sont les classiques et compagnie, notamment avec ici les cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud, un ouvrage avec des clés pour préparer l'oral du bac. Mais bien évidemment, avec cet ouvrage, on va bien évidemment travailler les poèmes et les rimes. Tout l'aspect important ici de l'oralisation de la lecture. Alors, je regarde vos questions. Rituel journalier, oui, bien entendu, j'aurais tendance, Bouchra, à proposer un rituel journalier. Mohand nous dit « J'ai instauré depuis plusieurs années un quart d'heure de lecture silencieuse à 13h, de 13h à 13h15 ». C'est une super initiative. C'est intéressant, Mohand, que vous nous expliquiez peut-être comment vous faites, si vous faites des rituels différents chaque jour, ou si vous avez exactement le même rituel chaque jour. Ça peut être intéressant. Et encore une fois, merci Julie de partager tous ces liens. Atillé nous dit « On peut s'asseoir en cercle et lire en groupe. On demande à chacun de lire un paragraphe l'un après l'autre à haute voix et les autres l'écoutent. Cela réveille le sentiment d'accompagnement. » Effectivement, ça c'est super. Merci de ce partage, Atillé, parce qu'effectivement, on va créer une chaîne de lecture et on va créer un effet vertueux aussi dans la classe, bien entendu. OK. Georgetta nous dit « Moi, je leur fais découvrir les livres papier avec la liseuse et aussi, eux de leur côté, avec la liseuse web. » D'accord. Très bien. Un moment de calme, nous dit Mohand, toute l'école lit, les élèves imitent les adultes, les élèves choisissent de lire dans la langue de leur choix, en kabyle, en arabe, en français, en anglais. Effectivement, la lecture, je parle ici du français, mais bien évidemment, la lecture, ça peut être dans plusieurs langues. L'idée, c'est de favoriser la lecture. Ça peut être aussi lire des images. On peut aussi apprendre à sensibiliser à la lecture et au livre par des romans graphiques, par des romans sans parole aussi, ne serait-ce qu'au travers des images. Il y a beaucoup de textes comme ça qui sont très intéressants dans les rayons BD et les rayons lecture jeunesse. Quatrième point et quatrième astuce, créer du lien et de la collaboration. Alors ça c'est important. Vous le disiez d'ailleurs, vous parliez d'une chaîne de lecture, ça c'était intéressant dans la classe. On peut, quelques astuces que je vous propose, on peut organiser un échange de livres en binôme avec 5 marque-pages commentés. Vous vous souvenez peut-être, vous avez peut-être déjà vu ça en librairie, des libraires qui mettent des marque-pages avec leurs propres commentaires de pourquoi ils ont adoré le livre. Eh bien, pourquoi ne pas demander à vos élèves de faire la même chose, de lire un court livre rapidement pendant la semaine. Ils ont 15 minutes de lecture chaque jour. Ils vont lire ce livre court pendant 15 minutes chaque jour et le terminer à la fin de la semaine. Et à la fin de la semaine, on fait une petite activité de production écrite. Et cette activité de production écrite va consister à rédiger le marque-page que l'on va glisser subrepticement dans l'ouvrage et que l'on va passer à son voisin, et ainsi de suite. Et on va créer une chaîne de lecture où les apprenants vont découvrir non seulement le texte, mais découvrir progressivement les différents marque-pages laissés par leurs collègues et leurs camarades. On peut organiser bien évidemment des débats sur le livre préféré. On peut organiser une rencontre d'auteurs en librairie, par exemple. Mais on peut aussi organiser un projet transdisciplinaire. Peut-être que vous le faites également avec d'autres collègues. Vous êtes prof de français, vous organisez peut-être avec votre collègue prof d'histoire une lecture sur un personnage historique. On parlait tout à l'heure de Joséphine Baker, on pourrait parler de la résistance en histoire et de Joséphine Baker. On pourrait parler d'un artiste et faire un lien avec le prof d'art plastique. On pourrait parler d'une personnalité scientifique et faire un lien avec les profs de physique, chimie, par exemple. On peut associer, bien entendu, ce projet de lecture, et c'est évident, avec le ou la documentaliste dans votre bibliothèque. Et puis aussi, pourquoi pas,
c'est une idée assez sympa à mettre en œuvre, créer en équipe une grande frise chronologique de la narration. Laissez les élèves lire le même livre à leur rythme pendant ce quart d'heure de lecture, et puis finaliser la semaine. À la fin de la semaine, ensemble, on se pose et on rédige une grande frise chronologique des différentes étapes de la narration, c'est-à-dire du schéma narratif. Imaginons que vous fassiez lire un conte à vos élèves, à vos apprenants. Vous pourriez imaginer à la fin de la semaine leur faire rédiger sous forme de grande frise chronologique les différentes étapes du conte, c'est-à-dire la situation, le problème, la résolution, les actions avec les péripéties, la résolution, et puis l'information ou la morale finale, par exemple. Donc ça peut être intéressant de structurer aussi votre classe avec des activités de ce type où on va réinvestir la lecture avec des productions écrites et surtout des productions écrites qui vont être guidées par des projets transverses avec des profs d'autres matières. Je citais l'histoire, je citais les sciences, je citais aussi le prof d'art plastique, mais ça peut être bien entendu avec plein d'autres matières que l'on peut mettre en place des ponts et des passerelles. Un exemple ici de collaboration entre profs, ici sur un ouvrage qui s'appelle Ourika de Claire de Duras pour les classiques lycées chez Hatier. Ici, je vous le donne en mille. Regardez cette page que vous trouvez, cette double page que vous trouvez à droite de mon écran. Quel est le contexte littéraire et artistique? Avec quel autre professeur et quelle autre matière on pourrait faire un pont en tant que prof de français avec cette lecture, à votre avis? En sachant que sur la page de droite, on parle des Lumières et que sur la page de gauche, on parle du romantisme. Alors, je vous l'avez peut-être compris, bien entendu, avec les Lumières, on parle de l'histoire, de la philosophie aussi, et avec le romantisme, on parle, bien entendu, et de littérature et d'art plastique, et d'art en général. Alors, j'en profite pour prendre d'ailleurs quelques remarques qui sont dans le chat. Nos élèves, nous dit Pascal, ont un cahier de lecteur à remplir au fil de leur lecture parmi un choix de rallye lecture. Donc ça, c'est intéressant parce qu'ils vont pouvoir aussi, peut-être, Pascal, identifier leur top 5, leur meilleure lecture et faire des recommandations à leurs camarades. J'imagine que c'est ce qui se passe derrière. Vous réinvestissez ce cahier de lecture pour présenter les meilleures lectures de chacun, j'imagine. Jacques nous dit quelque chose qu'on fait quand j'étais en école primaire, c'était de faire un défi avec plusieurs mots et un petit cadeau. Oui, c'est une très bonne idée ici. D'ailleurs, c'est liké et apprécié par vos collègues. On peut échanger des livres comme au Secret Santa, nous dit Georgetta aussi, c'est une très bonne idée. L'idée du cadeau, bien évidemment, est aussi assez sympa à mettre en place. L'idée d'offrir un livre a toute son importance aussi. OK. Beaucoup de remarques. Merci à tous de participer. Je ne peux pas toutes les lire, mais merci pour vos remarques. Ça permet effectivement, nous dit Bouchra, de travailler l'affluence. Effectivement, l'autonomie des apprenants dans la lecture. Vous le voyez donc ici, comme je le disais, avec Ourika, qui permet de travailler la transversalité avec des œuvres d'art, comme on le voit ici sur la page de droite. On continue sur la collaboration, puisque c'était la quatrième astuce. Créer en équipe une illustration des personnages du livre. Créer un arbre généalogique ou des relations. On a tous lu, peut-être plus ou moins, les Rougon-Macquart, par exemple, la saga des Rougon-Macquart. Eh bien, on peut imaginer tout à fait un arbre généalogique de ces personnages, comment ils entrent en interaction. Ça peut être intéressant aussi justement de dessiner ces personnages pour se les approprier, se les représenter. C'est toujours intéressant. On le fait d'ailleurs, vous le faites souvent en classe, quand on fait des lectures ou quand on rédige des poésies, on a souvent un dessin, une illustration qui va reprendre tout cela avec le cahier de l'apprenant. Faciliter l'accès aux livres, la circulation des livres, vous le disiez tout à l'heure avec le Secret Santa, la circulation des livres, inciter à la fréquentation du CDI, créer un partenariat avec des bibliothèques publiques locales, visiter des lieux de ressources et mettre à disposition des livres à différents endroits de l'établissement. Pourquoi pas?
Vous le disiez tout à l'heure avec Noël, avec le Secret de Santa. Mais vous savez, à Pâques, moi j'avais l'habitude d'aller chercher des œufs dans le jardin. Eh bien, on pourrait aussi dissimuler, plutôt que des œufs en chocolat, on pourrait dissimuler des livres, aller chercher, dissimuler derrière des arbres, derrière un caillou, etc. Ça peut être une bonne manière de créer une émulation au travers de la recherche de la lecture. 5e astuce, j'espère que vous avez déjà eu des idées inspirantes pour vous pour mettre des choses en place en classe, outre les remarques qui sont proposées gentiment par vos collègues dans le chat. 5e astuce, c'est célébrer et valoriser les réalisations. Les réalisations, qu'est-ce qu'on entend par réalisation? Et bien entendu, c'est toutes les productions des apprenants, tout ce qu'ils vont produire. Tout ce qu'ils vont produire sans forcément les évaluer d'ailleurs. L'objectif, ce n'est pas de leur mettre une note, ce n'est pas de leur dire c'est acquis, c'est en cours d'acquisition, c'est à acquérir. L'objectif, c'est plutôt de les inciter à lire et de ne pas les obliger à lire. Donc pour les inciter à lire, il faut que ça passe aussi par le jeu, par la pédagogie de projet. Et cette pédagogie de projet, il faut la mettre en œuvre avec des idées très créatives. Ça peut passer par des rallyes de lecture, des concours de lecture. Ça peut être le prix des lycéens, le prix des collégiens, la participation donc, de notre classe à ces différents prix, au concours des lycéens par exemple. Ça peut être produire des écrits sur les lectures, par exemple écrire un commentaire sur un ouvrage que l'on a lu et le publier sur Internet, écrire une lettre à l'auteur, écrire une chronique que l'on va envoyer à l'éditeur par exemple, organiser un concours d'écriture, organiser un concours de lecture à voix haute, peut-être comme un concours d'éloquence d'ailleurs, et puis travailler sur la lecture à haute voix en vue d'un spectacle ou de l'enregistrement d'un audio-livre. Ça peut être aussi inciter les élèves à travailler le ton, la mise en scène, et pourquoi pas aussi en lien avec d'autres enseignants, le montage audio, pourquoi pas créer un podcast à travers les productions elles-mêmes des apprenants, où on va faire une chronique littéraire, une sorte de web radio, si vous voulez, quelque part, où on va inciter les élèves à donner leur avis sur un ouvrage qu'ils ont pu lire dans la semaine. Parmi ces réalisations, on peut aussi éditer les productions des apprenants. Par exemple, on peut les faire réfléchir à l'éditorialisation de leurs textes. On peut leur dire, sélectionnez les textes qui vous ont le plus plu, classez-les, créez votre top 5. On peut dire aussi on peut leur demander de créer un livre audio aussi, on le disait tout à l'heure, notamment un podcast ou une chronique pour une web radio. On peut leur faire rédiger aussi une 4e de couverture. Si c'était nous qui étions éditeurs, est-ce qu'on aurait écrit la même 4e de couverture? Est-ce qu'on aurait donné d'ailleurs le même titre? Est-ce qu'on n'aurait pas reformulé le titre pour donner encore plus envie de lire le livre? Moi, je n'ai pas compris le lien entre le titre et le livre. J'aimerais donner un autre titre à ce livre. Ça peut être une réflexion aussi éditoriale, quelque part, à l'ouvrage, pour faire en sorte que les apprenants s'approprient encore plus la lecture. On peut aussi, c'est une autre option, faire filmer des interviews des auteurs des textes. Par exemple, on peut imaginer que on va créer des chroniques, on va créer des textes, on va créer des productions en classe et on va demander à des apprenants, d'autres apprenants et d'autres élèves dans la classe de filmer ces différents auteurs et de faire en sorte qu'ils interviewent l'auteur comme si nos élèves dans la classe n'étaient plus seulement de simples élèves et de simples lecteurs, mais étaient aussi des auteurs à part entière et qu'on venait à leur rencontre pour les interviewer et leur poser la question de pourquoi ils ont écrit ce texte ainsi. On peut aussi faire une photo de l'équipe éditoriale. On peut créer une sorte d'émulation au travers de cela. On peut faire illustrer l'ouvrage, par exemple, faire imaginer la couverture de l'ouvrage. Est-ce que vous auriez choisi la même illustration, la même photo, la même couleur, la même police de caractère? Et ça, bien évidemment, ça peut être un projet très intéressant en collaboration avec le prof d'art plastique. Quelques exemples d'ouvrages qui vous permettent d'organiser notamment un concours d'écriture. Toujours dans la collection Mondes en VF, nous avons cet ouvrage qui s'appelle Les rêves de Jules Verne, toujours avec l'audio bien évidemment. Et dans cette collection Mondes en VF, vous le voyez, sur le site internet mondesenvf.fr, vous avez
toute une batterie de ressources pour les enseignants, qui sont des ressources gratuites. Vous pouvez d'ailleurs y accéder directement, sans connexion, sur lesquelles vous trouvez des fiches d'ateliers d'écriture, où on vous donne toutes les astuces du niveau A1 jusqu'au niveau B2, qui peuvent vous permettre d'animer des ateliers d'écriture. Alors, je sais que ça peut rebuter parfois les enseignants de français en France de se dire « je vais utiliser des ouvrages qui sont conçus pour des apprenants de français langue étrangère », qui sont conçus selon le cadre européen, A1, A2, B1, B2. Et en réalité, ces ouvrages sont très utilisés aussi pour faire de la remédiation et donner plaisir à la lecture progressivement en fonction des niveaux du cadre européen. Donc, n'hésitez pas, allez-y, foncez. Ça marche très, très bien aussi avec des apprenants francophones et pas seulement allophones. Autres ouvrages qui sont très intéressants pour justement aller vers cette dynamique de la lecture vers la production d'écrits. C'est une collection chez Hatier qui s'appelle « En route pour la production d'écrits ». Il existe déjà 3 ouvrages à date pour le niveau CE2 et CM. C'est la rédaction d'écrits de textes d'aventure, de lettres, de documentaires, de textes policiers, de fables, d'articles de presse, mais aussi de contes, de pièces de théâtre et de récits de voyage. À quoi ça ressemble? Je vous ai donné ici un exemple qui me tient à cœur particulièrement, puisque je suis aussi conteur, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je vous ai donné ici l'exemple du conte merveilleux, où on vous donne pas à pas les différentes astuces pour animer des ateliers et pour animer des exercices d'écriture, de production écrite progressifs. Notamment, le premier exercice, c'est « Il était une fois ». On essaye d'inviter les apprenants à réfléchir aux différentes manières d'évoquer le « il était une fois ». On peut le dire de plein de manières différentes, en fait. Bien entendu, dans différentes langues, on peut le dire de différentes manières. Mais on peut aussi apprendre à le dire différemment. Par exemple, à l'époque où les animaux parlaient. C'est une manière aussi de dire qu'on est dans un conte. Et on n'utilise pas seulement « il était une fois ». Alors, vérifions, maintenant qu'on a presque terminé, si vous avez bien suivi. Je vous propose un petit quiz pour terminer ce webinaire. Si vous êtes prêts, on peut commencer. N'hésitez pas à me le dire. Allez, c'est parti. Première question, vous pouvez participer et je vous donnerai progressivement les réponses. Vous pourrez refaire ce quiz d'ailleurs avec le lien que je vous enverrai sur Geniali. Première question, pour inciter les élèves à lire, il est préférable de construire uniquement des séquences pédagogiques autour d'œuvres intégrales, de relier les projets de lecture à des séquences pédagogiques, de se former à la pédagogie de projet, de se limiter à une liste de livres à lire au cours de l'année. Alors, vous pouvez le dire dans le chat si vous voulez. Alors, de relier les projets, de se former à la pédagogie de projet, je pense que c'est intéressant parce que construire uniquement les séquences pédagogiques autour d'œuvres intégrales, c'est assez dissuasif, les œuvres intégrales uniquement pour les élèves. Il faut lire aussi des extraits, il faut créer des parcours de lecture. Donc, c'est important de ne pas lire que des œuvres intégrales. De se limiter à une liste de livres à lire au cours de l'année, juste se limiter à une liste, c'est un petit peu réducteur parce que ça veut dire qu'on ne laisse pas la place à l'imagination, à l'imaginaire des apprenants. Et c'était les 2 points correspondants. Question suivante, question 2. Pour impliquer ces élèves dans les projets de lecture, il est préférable d'avancer seul, avec un ou plusieurs collègues d'autres matières, avec des partenaires extérieurs, libraires, auteurs, éditeurs, avec la documentaliste. Plusieurs réponses possibles. Et donc les réponses, effectivement, c'était les 3 dernières. Je vois que certains dans le chat ont déjà bien répondu. Troisième, je reviens en arrière, je suis allé trop vite. Troisième question, quelle collection a une approche phonologique de la lecture, d'après vous, de ce que j'ai présenté? Cette approche phonologique, est-ce qu'elle est abordée dans la collection En route pour la production d'écrits, Je lis pas à pas ou Classique et compagnie? Je lis pas à pas, effectivement, c'était la bonne réponse. 4e question. Quels ouvrages sont particulièrement adaptés pour les élèves allophones? Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, c'est adapté pour les élèves allophones selon le cadre européen, du niveau A1 jusqu'au niveau B2, mais ça peut aussi très bien correspondre à des élèves francophones pour les rassurer dans leur lecture. Ça s'appelle, cette collection, Mondes en VF, Mondes en version francophone. Et dernière question, si je lis 20 minutes 5 jours par semaine d'école,
je rencontre par année scolaire 120 000 mots, 540 000 mots ou 800 000 mots. C'est 540 000 mots. Et c'est ce qu'on aimerait que nos élèves retiennent à la fin d'une semaine de lecture, ou d'une année de lecture, bien évidemment, parce que c'est une année de lecture ici. On aimerait qu'ils arrivent à ce résultat. Alors, en guise d'ouverture, je vous remercie pour votre participation. Vous étiez très actifs. Je n'ai pas pu lire tous les commentaires, malheureusement. Alors, le temps nous était compté. Mais merci encore une fois pour votre participation, où que vous soyez dans le monde. 2 ouvertures intéressantes. Ce webinaire, il ne sort pas de nulle part. Bien entendu, vous avez des ouvrages qu'on vous a présentés. Et il s'inscrit aussi dans la nuit de la lecture. Vous savez que du 18 au 21 janvier 2024, on est dans la nuit de la lecture. Il y a plusieurs villes, plusieurs lieux culturels qui organisent des événements. Le thème de cette année, c'est le corps, et c'est organisé par le CNL, le Centre national du livre. Vous avez un site qui s'appelle nuitdelalecture.fr, sur lequel vous pouvez aller pour voir les initiatives qui sont prises, qui sont des initiatives très intéressantes parce qu'elles vont aussi être très inspirantes pour nos pratiques de classe. Je vous ai donné un exemple sur le côté. C'est ce qui se fait notamment à Nantes, avec l'association Nantes lit dans la rue, où on va pouvoir lire à la tombée de la nuit, sous la tente, au pied des immeubles du quartier Malakoff, à la lueur des veilleuses et sous les couvertures. Donc, il y a des bénévoles qui vont lire et prêter leur voix aux oreilles emmitouflées et attentives. Je trouve que c'est une initiative intéressante par ces nuits d'hiver assez froides. Et puis, il y a une autre initiative qui m'a été soufflée par une collègue, c'est Julie en l'occurrence, qui prend souvent le train d'ailleurs, et qui a rencontré dans les gares ces fameux distributeurs d'histoires courtes. Vous avez peut-être déjà vu ça dans les gares SNCF en France, ou peut-être dans votre pays, je ne sais pas si ça existe. Ce sont des bandes lumineuses connectées qui vous proposent des histoires courtes à lire. Vous appuyez sur un bouton et ça vous sort un petit ticket dans lequel vous allez pouvoir lire 1, 3 ou 5 minutes sur un petit bout de papier. Vous pouvez l'emporter. Et donc, c'est une bonne manière aussi de créer des idées assez créative avec vos élèves. Pourquoi ne pas créer son propre distributeur d'histoires courtes, non pas en gare, mais des distributeurs d'histoires courtes en classe? Ça, je vous laisse réfléchir sur cette dernière proposition. Ça peut être intéressant aussi de réutiliser les productions de vos apprenants pour créer des générateurs d'histoires courtes à se partager. Pourquoi pas des générateurs de blagues à se raconter dans la classe ou à la récréation pour favoriser la production d'écrits pour les uns et la lecture pour les autres. Voilà, je vous remercie pour votre participation. C'était encore une fois un plaisir. Je suis Wilfried, des éditions Hatier et Didier, et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci à vous.